21e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 8 novembre. C'est le président Tshisekedi qui a présidé cette rencontre de l'exécutif national. Plusieurs questions, notamment celles liées à l'économie, à la sécurité et à la santé, ont été abordées. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la 21e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 8 novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine en Ngaliema. Plusieurs questions ont été abordées, notamment la situation épidémiologique par le ministre de la Santé, Roger Kamba, la situation sécuritaire, mais aussi la situation socio-économique avec le contrôle des prix sur le marché. Nous y reviendrons prochainement. Et puis, suivez dans l'actualité Jacquemain Chabani-Louko et son homologue zambien Ambroise Ououidji Lufuma, respectivement vice-premier ministre congolais, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense zambienne, ont signé conjointement un communiqué des résolutions, bien avant la signature proprement dite des résolutions ce jeudi 7 novembre dans la ville de Kitwe en Zambie. Cela fait suite à la réunion ministérielle qu'ils ont co-présidée et qui a marqué la fin de cette rencontre bilatérale visant à améliorer la coopération en matière de sécurité aux frontières. Blest Kouzola, les détails. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, et son homologue zambien Ambroise Ououidji Lufuma ont signé conjointement ce jeudi 7 novembre à Kitwe en Zambie le communiqué officiel sur l'adoption de résolutions élaborées par les experts de la RDC et de la Zambie à l'issue de la 13e session de la Commission mixte Défense et Sécurité RDC-Zambie. Bien avant cette réunion ministérielle co-présidée par ces deux personnalités, les experts de ces pays ont au préalable évalué des mesures préventives qui ont été prises pour mettre fin aux incidents constatés le long de cette frontière. Ces travaux, qui visent à promouvoir les relations de bon voisinage entre la RDC et la Zambie, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, rencontre la volonté des chefs d'État de ces deux pays, entendez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue zambien Hakainde Hichilema, auteur de cette démarche et initiative. Après 3 journées chargées et de dur labeur par nos experts, nous voici au terme de nos travaux. La réussite de ces travaux, nous la devons en premier lieu à leurs excellences, messieurs les présidents de la République de Zambie, Hakainde Hichilema et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, qui s'emploient jour et nuit à améliorer les relations de bon voisinage entre nos deux pays et à faire preuve que les deux pays doivent coopérer pour leur reconstruction et la consolidation des ensembles sous-régionaux auxquels ils appartiennent. Dans mon allocution d'ouverture, j'ai souligné que l'évaluation des recommandations devrait se faire sans complaisance et je m'en suis rassuré. Pour ce faire, un suivi rigoureux est nécessaire pour que la coopération franche recherchée par nos États devienne une réalité. La 14e session est prévue très prochainement en République démocratique du Congo. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, et son homologue zambien Ambroise Ououidji Lufuma ont signé conjointement ce jeudi 7 novembre à Kitwe en Zambie le communiqué officiel sur l'adoption de résolutions élaborées par les experts de la RDC et de la Zambie à l'issue de la 13e session de la Commission mixte Défense et Sécurité RDC-Zambie.
Bien avant cette réunion ministérielle co-présidée par ces deux personnalités, les experts de ces pays ont au préalable évalué des mesures préventives qui ont été prises pour mettre fin aux incidents constatés le long de cette frontière. Ces travaux, qui visent à promouvoir les relations de bon voisinage entre l'RDC et la Zambie, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, rencontrent la volonté des chefs d'État de ces deux pays, entendez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue zambien Hakainde Hichilema, auteur de cette démarche et initiative. De la coopération sécuritaire à la réaction de l'Assemblée nationale au travers son président, la Chambre basse du Parlement s'indigne de l'attitude des officiels du gouvernement provincial du Nord Kivu devant le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement ne digère pas le fait que les autorités congolaises de cette province aient déroulé le tapis rouge à un membre du gouvernement rwandais. Un membre du gouvernement rwandais, ensemble avec les députés nationaux, le speaker de l'Assemblée nationale interpelle la première ministre Judith Suminwa. Il fustige ainsi une attitude qu'il juge grave. Patrick Ilunga. Mardi 5 novembre, c'est en poursuivant le processus de paix de Luanda que les autorités congolaises ont accueilli une délégation rwandaise conduite par le ministre rwandais des Affaires étrangères. Objectif, lancer le mécanisme ad hoc de vérification renforcé. L'initiative est saluée de tous, mais ce qui fâche, ce sont les honneurs que les officiels de la province, dont le gouverneur militaire, font à leur hôte. Vital Kamerhe n'en revient pas. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police, non. Le président de l'Assemblée nationale ne peut aller par 4 chemins pour envoyer un message ferme à la première ministre Judith Suminwa. D'aller dire à madame la première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. L'Assemblée nationale enjoint au gouvernement de se montrer encore plus ferme face à un pays agresseur. Le Rwanda, dont les troupes sont encore en RDC, continue à appuyer le M23 malgré ses multiples dénégations. Et puis, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé ce jeudi une audience très attendue à la délégation syndicale de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE en sigle. Cette rencontre a permis d'aborder des enjeux cruciaux pour l'avenir de l'entreprise publique au cœur de l'économie nationale. Les échanges entre la première ministre et le banc syndical de la Générale des Carrières et des Mines ont tourné autour des différents défis auxquels cette entreprise publique est confrontée. Au sortir de la rencontre, le président du syndicat de la GECAMINE, Jean-Marie Moukalaï, est revenu sur l'état des lieux de l'entreprise. Nos échanges ont tourné sur la survie de la GECAMINE. La survie de la GECAMINE qui passe par le renouvellement de l'outil de production. C'est-à-dire que les usines sont obsolètes, il faut de nouvelles usines performantes, à l'image des entreprises que nous avons chinoises et autres. Ça c'est un. De deux, il faut aussi des minerais pour alimenter ces usines, parce que la plupart de nos remblais ont été cédés aux partenaires. La société partenaire, la GECAMINE maintenant, doit faire un effort pour certifier d'autres minerais et faire le travail. Cette rencontre a aussi permis d'aborder des enjeux cruciaux pour l'avenir de l'entreprise au cœur de l'économie nationale. C'était rassurante pour nous, c'est-à-dire elle a promis de faire de la GECAMINE comme avant, fleuron de notre économie, mais il faut le préalable. Ce sont les moyens financiers dont la GECAMINE dispose dans ces partenariats. Mais la GECAMINE, c'est une entreprise de l'État congolais, que l'État accepte qu'une partie de ses recettes puisse servir
à renouveler les usines et faire des recherches pour avoir les minerais. Ce partenariat donne des ressources à la Gécamine. Mais la Gécamine, c'est une entreprise qui a un seul propriétaire, un seul actionnaire, l'État congolais. Il faudrait que cet actionnaire-là puisse consentir pour dire dans ce que vous attrapez du côté des joint ventures ou partenariats, eh bien, vous utilisez autant pour renouveler l'outil de production, autant pour faire des recherches, et moi, propriétaire, je prends autant. C'est à ce niveau-là que se trouve le problème. Rappelons que le premier pilier du programme d'action du gouvernement souminois prévoit de développer une industrie minière compétitive et parmi les actions identifiées, on note la réalisation de l'état des lieux des sociétés minières de l'État en veillant à la mise en adéquation de leur plan stratégique de développement et de leur plan de restructuration. Parlons à présent santé et justice. Appelé à intervenir au deuxième jour des assises des États généraux de la justice à Kinshasa le 7 novembre, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a souligné l'importance du droit de la santé dans les réformes judiciaires en République démocratique du Congo. Il a rappelé que sans santé, il n'y a pas de justice, insistant sur la nécessité d'assurer à chaque citoyen congolais l'accès aux soins, quel que soit son statut. Rachel Misenga. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a mis en avant les réformes législatives récentes, notamment l'ordonnance loi numéro 23.006 qui garantit le droit à la santé pour tous les Congolais. Cette législation repose sur le principe de solidarité et de la santé pour tous par tous. Il s'inscrit dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. La CSU signifie que toute personne qui est en mesure de recourir aux services de santé dont elle a besoin, où et quand elle a besoin, doit être épargnée des difficultés financières. On peut considérer la couverture santé universelle comme l'expression pratique du droit à la santé, qui a été établi en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme et est consacrée par de nombreuses constitutions nationales et législations domestiques. Le ministre de la Santé a également souligné l'importance du Fonds de solidarité de santé, essentiel pour la prise en charge de plus vulnérables. L'Organisation mondiale de la santé recommande que les pays dépensent à peu près $84 par an par personne pour arriver à la couverture santé universelle. Notre pays tourne autour de $22 par an. Ce que je voudrais surtout rassurer notre population, c'est que, et donc nos magistrats et tous ceux qui sont dans la justice, c'est que si nous arrivons à $13 de cotisation par famille par an, nous pourrions couvrir tous les besoins de base de santé de notre population. Dans son allocution, Dr Kamba a également salué le progrès réalisé en matière de gratuité de la maternité avec plus de 400 000 personnes prises en charge à Kinshasa. Il a souligné que si chaque famille contribuait à hauteur de $13 par an, la couverture de besoins de santé de base serait assurée pour l'ensemble de la population. Nous avons pris en charge les mamans dans les zones, dans les centres de santé que nous avons choisis pour améliorer aussi la qualité. Donc, ce n'est pas dans tous les centres de santé, mais toutes les mamans pouvaient être prises en charge. Nous avons donc eu pour la première année de septembre 2023 à septembre 2024, le chiffre que vous pouvez vérifier, c'est de 210 000 mamans qui ont été prises en charge gratuitement. Le docteur Samuel Roger Kamba a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir à chaque Congolais, y compris aux magistrats, le droit à la santé, soulignant que le droit à la santé est le premier de droits. Sans lui, tous les autres droits sont impossibles. On va maintenant prendre l'actualité sportive dans ce journal. La Confédération africaine de football, CAF en sigle, a annoncé ce jeudi 7 novembre que les 8 clubs participant à la Ligue des champions féminines recevront chacun une prime de $150 000 américains. L'instance africaine de football a également indiqué que le vainqueur de la compétition recevra une cagnotte de $600 000 américains. Engagé dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions au Maroc, le FC
CFTP Mazembe est donc concerné par la prime, mais surtout, il a la possibilité d'aller chercher la victoire finale dans cette compétition qui débute ce samedi 9 novembre. Blest Kouzola pour les détails. Une prime de 150 000 $ est accordée à chaque club participant à la 4e édition de la Ligue de champions féminine 2024, prévue du 9 au 23 novembre à El Jadida et Casablanca au Maroc. Selon la Confédération africaine de football, la Ligue de champions féminine a redéfini les paysages du football féminin africain dans l'objectif de contribuer au développement du football féminin dans le continent. La dotation de cette 4e édition est répartie de la manière suivante. Le vainqueur de la compétition recevra 600 000 $, le finaliste 400 000 $, le troisième 350 000 $, le quatrième aura 300 000 $, 200 000 $ chacun, et les quatrièmes du groupe recevront 150 000 $ chacun. La même source précise que la CAF s'est engagée à développer et à promouvoir le football féminin en Afrique. L'objectif de la CAF est d'investir dans des académies de jeunes pour les garçons et les filles et de continuer à augmenter le prime de toutes les compétitions pour les rendre compétitives et attrayantes au niveau mondial. Et de rappeler, la Ligue de champions féminine de la CAF a été inaugurée en 2021 sous la direction du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. La République démocratique du Congo est représentée à cette compétition par les TP Mazembe, classés dans le groupe A avec University Western Cape de l'Afrique du Sud, l'AS FAR du Maroc, pays hôte, et les Aigles de la Médina du Sénégal. Dans l'autre groupe, il y a le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, le FC Massar de l'Égypte, Commercial Bank of Ethiopia de l'Éthiopie et les Endo Queens du Nigeria. On va revenir un peu en arrière avant de prendre l'actualité au-delà de nos frontières pour parler du ministre national de l'Industrie, Louis Watoum, qui a reçu ce jeudi la délégation des JRC venus pour la signature d'un protocole d'accord visant à installer une centrale photovoltaïque d'une capacité de 100 MW. Après la signature, un calendrier réaliste sera établi pour accélérer les travaux de ce projet qui vise à améliorer l'écosystème industriel et entrepreneurial dans les zones périurbains et urbano-rural en fournissant et en développant l'énergie électrique en vue d'augmenter les taux de desserte en énergie électrique en RDC, et cela afin de soutenir la transformation industrielle des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Voilà, on va maintenant prendre l'actualité au-delà de nos frontières. L'actualité internationale nous emmène en Algérie où la concurrence reste rude sur le marché de blé. Si les opérateurs français restent dans la course, les fournisseurs russes ont en quelque sorte, en quelques années, bouleversé les positions et rebattu les cartes. Suivez. En Algérie, les marchés du blé est l'un des plus importants au monde et plus rien n'y est acquis, même pour les acteurs historiques. C'est l'une des conclusions qui peut se dégager après les derniers coups de froid entre les opérateurs français et les autorités algériennes. Cette décision serait une conséquence de la détérioration des relations diplomatiques entre les 10 partenaires commerciaux au sujet du Sahara occidental, hypothèse rejetée par les autorités locales. Si avec cette période, certains estiment que les divorces entre l'Algérie et les blés français pourraient être définitivement actés, d'autres y voient les derniers signes de la fin de l'hégémonie de la céréale française. Il y a une décennie, les premiers clients non européens des céréaliers français, l'Algérie est désormais un nouveau terrain d'influence pour la filière bleu-riz dont les volumes expédiés et les faibles prix sont les arguments de poids pour les autorités algériennes. Pour la nouvelle campagne 2024-2025, les acteurs russes sont déjà positionnés pour renforcer leur présence sur ces marchés où les coûts des importations dépassent chaque année de 1,5 milliard de dollars. Les pays consomment environ 11 millions de tonnes de blé par an pour une production tournant autour de 3 millions de tonnes.
Toujours à l'international, alors que plus de 90% des entités opérant dans le secteur alimentaire en Afrique sont des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises, un rapport souligne la nécessité de favoriser des économies d'échelle et un partage des outils de production pour réduire les coûts opérationnels et mieux répondre aux critères d'achat des consommateurs africains. Environ 70% de consommateurs en Afrique subsaharienne préfèrent les marques alimentaires locales à celles internationales, en raison notamment de la bonne qualité et des prix plus abordables de leurs produits. Dans tous les pays étudiés, les consommateurs qui optent pour les produits alimentaires locaux les font en raison d'un meilleur prix, d'un goût local authentique, des habitudes familiales en matière d'achat et de la disponibilité des produits. Plus généralement, les personnes interrogées ont déclaré que les facteurs les plus importants qui influencent leur décision d'acheter les produits alimentaires dans les magasins des détails sont dans l'ordre la qualité, le prix, la sécurité du produit et la réputation de la marque. 2% seulement de sondés accordent de l'importance à l'impact de la fabrication de produits en termes de création d'emplois locaux ou de protection de l'environnement. D'autre part, 54% des consommateurs africains ne connaissent pas les marques africaines en dehors de celles de leur pays. La connaissance des préférences des consommateurs est nécessaire pour développer des produits qui possèdent des attributs souhaités, alors que l'industrie alimentaire africaine devrait tripler de taille d'ici 2030 pour s'établir à 1 000 milliards de dollars par an à cet horizon, d'après les estimations de la Banque mondiale. Les principaux moteurs de ce boom attendu sont la croissance démographique rapide, l'urbanisation galopante, la hausse des revenus de population et les nouvelles habitudes des consommateurs en matière d'achat et de préparation de repas. En outre, la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine devrait favoriser un accroissement de 41% des échanges des produits agroalimentaires par rapport au niveau de 2020. Pour tirer profit de ces gisements d'opportunités, les entreprises alimentaires africaines doivent non seulement comprendre le comportement d'achat des consommateurs, mais également procéder à une mise à l'échelle pour fournir des produits d'une manière économiquement viable et créer une reconnaissance de la marque sur des marchés de plus en plus concurrentiels. Des investissements dans des études visant à améliorer la connaissance des consommateurs peuvent également favoriser une affectation ciblée des ressources, par exemple dans le choix des canaux de vente de la marque et des campagnes de marketing. Les banques commerciales devraient quant à elles favoriser l'accès à des capitaux moins coûteux pour soutenir ce type d'initiatives portées par les moyennes et petites entreprises alimentaires actives sur le continent, mais des financements concessionnels sont aussi nécessaires. Une autre manière pour nous de vous informer, c'est aussi avec les journaux parus ce matin à Kinshasa. On va faire place maintenant à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous ouvrons avec Info 27 qui titre « Surchauffe économique de fin d'année, le gouvernement sort l'artillerie anti-inflation ». Face au risque des surchauffes économiques, en cette fin d'année, le gouvernement met en place une série de mesures pour stabiliser les prix et préserver le pouvoir d'achat, avec un contrôle des marchés et la réduction des coûts des denrées importées. Ces efforts sont soutenus par le phare qui rapporte que la Première ministre a signé un décret pour lutter contre la vie chère, notamment en offrant aux importateurs des crédits d'impôt afin de réduire les prix rapidement. La prospérité s'est fait écho de ces mesures qu'elle considère comme essentielles pour soulager le ménage. Cependant, Congo Nouveau reste sceptique pour l'efficacité de ces mesures, craignant qu'elles ne se transforment en promesses sans lendemain. C'est dans ce climat économique qu'Eco News prend un virage diplomatique en se tournant vers la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le journal rapporte que, suite à l'échec des négociations à Nairobi, Kampala devient le nouvel épicentre des discussions pour la paix. Après une récente visite du président Félix Tshisekedi en Ouganda, une nouvelle délégation congolaise dirigée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe se dirige vers la capitale ougandaise pour poursuivre le pourparler avec les autorités locales. Bien que l'agenda précis reste flou, la possibilité d'une rencontre avec le président Yoweri Museveni
Museveni semble se dessiner. En parallèle, la tempête des tropiques s'intéresse à la révision constitutionnelle et aux articles qui suscitent des débats. 2 points particulièrement controversés sont les articles 217 et 51. Selon Alexis Mutanda, séjour honoraire de l'IDPES. Pour lui, la souveraineté de la RDC est mise à mal par le premier, tandis que le deuxième, relatif à la protection de minorités ethniques vulnérables, soulève une question. Selon lui, la RDC ne comptant aucune minorité ethnique nécessitant une telle protection. Cet article semble inapplicable. Forum de ZAS rapporte également la déclaration d'Olivier Kamitatou, proche de Moïse Katumbi, qui conseille au président Tshisekedi de quitter le pouvoir avant qu'il ne lui soit retiré. Cela fait suite à la rencontre jeudi 7 novembre entre Moïse Katumbi et Macky Sall, l'ex-président sénégalais qui a quitté le pouvoir à l'issue de son second mandat. Enfin, Géopolis, qui s'intéresse aux questions environnementales, nous alerte sur les effets du réchauffement climatique. Selon les prévisions, 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec des conséquences graves pour la RDC, déjà vulnérable aux catastrophes climatiques. Le pays pourrait faire face à des sécheresses plus fréquentes et des inondations dévastatrices, exacerbant la pauvreté et l'inégalité sociale. Terminons cette revue avec une question posée dans les colonnes du journal: à quand le congé de paternité pour le père de la RDC? Bon début de week-end à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous rappelle les titres. 21e réunion du Conseil des ministres ce vendredi 8 novembre. C'est le président Tshisekedi qui a présidé cette rencontre de l'exécutif national. Plusieurs questions, notamment celles liées à l'économie, à la sécurité et à la santé, ont été abordées. Et nous voici à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.